ce ne sont pas les vignes des régions chaudes de Californie, mais celles de Pomerol dans le Bordelais. Ici, la chaleur impacte directement le mûrissement du raisin. Quand j'étais gamin, on commençait à vendanger jamais avant fin septembre ou début octobre. Et souvent maintenant qu'on démarre vers le 10-15 septembre. On doit être à 27, un truc comme ça. Je vais vous dire. Donc la papeterie, c'est 7 stations, pas mal, 27,3. Et au niveau actuellement. de l'humidité, du coup Humidité, 39%, donc plutôt sec. Bon, on n'est pas constamment sur l'appli. Mais c'est vraiment quand on a des pluies, quand on a... ce week-end, il peut y avoir un orage, et il peut tomber 40 mm d'un côté et 5 mm de l'autre. Et donc c'est très intéressant pour nous de savoir combien il est tombé ici, pour savoir si on doit traiter le lundi. François a toujours un œil sur la météo. Armé de 35 capteurs, il peut agir au plus vite en cas d'agression climatique. Outre la chaleur, son ennemi numéro 1, le mildiou, un champignon qui attaque la vigne. On a une belle charge là. La charge elle est bonne, on ne devrait pas recouper derrière, tout est bien aéré. Oui. C'est légèrement effrayé autour des grappes. Le mildiou, il se déplace par ricochet. Donc à chaque nouvelle pluie, vous avez une chance pour qu'il recontamine derrière. Idéalement, ici en montagne, on fait 50 hectolitres par hectare. Donc ça veut dire 5000 litres pour un hectare. Et en gros, l'an dernier, ici, on a fait 10 hectos par hectare, donc divisé par 5. Aujourd'hui, François supervise la mise en bouteille de son nouveau millésime. Ça va, ça tourne? Ça se passe super bien, oui. Là, vous êtes à 3 box en bouteille? Vous avez fait 3 box, En fait, on fait sur 2 box existants. 22 000 bouteilles sont attendues, bien mieux que les années précédentes. 2017, ici, j'ai fait 0. 2017, j'ai tout perdu à cause du gel. 2021, il y a eu du gel également, j'ai fait un quart de la production. L'an dernier, j'ai fait un cinquième de la production. Et le problème, si on a du mildiou, si on a de la graisse, si on a des aléas climatiques, on peut très bien produire 10 hectos comme en 2024 plutôt que 50. Mais aujourd'hui, c'est au lieu d'être une fois tous les 80 ans, c'est une fois tous les 5 ans. Pour combattre le dérèglement climatique, certaines grandes maisons expérimentent. Là, on a la jolie campagne de la Benoge. Cette région s'appelle la Benoge ici. Et on va passer devant le moulin du château de Reims. Une parcelle de Sauvignon juste là, avec donc des variétés classiques. Et par bout de cette parcelle, on a 5 ou 6 rangs de variétés résistantes qui sont juste ici, avec 2 variétés, du Cabernet Jura et du Sauvignac. 2 variétés, c'est-à-dire 2 cépages différents. Ici assemblés, ils permettent de mieux résister aux fameux champignons. Donc là, on voit sur cette feuille, on en voit ici, on a du mignon. Ces vignes d'un nouveau genre ont été plantées par le domaine du Cours en 2014. La première idée, ça a été de réduire notre utilisation de produits phytosanitaires d'à peu près 80%, puisque ces variétés résistent naturellement aux 2 principaux champignons qu'on a à Bordeaux, le mildiou et l'oïdium. Sur une variété résistante, en fait, on ne voit rien, juste une petite nécrose sectorielle. Sur la variété classique, quand on retourne la feuille sous la tache de mildiou, on voit qu'il y a une sporulation, formation de spores, et ces spores vont se répandre d'une feuille à l'autre, donc dans le cas de la variété classique, ce qui ne peut pas être le cas sur la variété résistante. Jérémy est allé jusqu'aux États-Unis pour se procurer des pieds de vigne résistants au mildiou. Alors pour créer une variété résistante, il faut à peu près 15 ans. Pendant ces 15 ans, on va croiser les différentes variétés 5 ou 6 fois. Et chaque croisement prend entre 2 et 3 ans, ce qui fait à peu près 15 ans. Mais moi j'aime bien, ça change. Hein. Depuis 2018, le domaine commercialise 4 cuvées issues du cépage résistant. Le premier vin qu'on va déguster, là, c'est du métissage blanc 2023. C'est issu 100% de variétés résistantes. Donc Sauvignac et Muscaris pour celui-là. Et on a aussi une gamme qui est issue pour partie de variétés résistantes, pour partie de variétés emblématiques. Donc là, on est sur un assemblage Sauvignon blanc, Colombard et Souvigné gris. Sauvignon blanc et Colombard sont des variétés traditionnelles bordelaises et Souvigné gris est une variété résistante. Ah oui, l'autre est vraiment muscat. Hein. C'est très muscaté. Le 23, oui. Ah, beaucoup. Ce vin
ne peut pas bénéficier de l'appellation Bordeaux. Il n'est pas composé majoritairement de Sauvignon et de Sémillon. Moi j'ai été à la première dégustation, c'était il y a 5-6 ans. Oui, les premiers à sortir. C'était un peu différent de l'habitude. Maintenant, ils ont atteint un niveau qui me plaît beaucoup. Moi. Voilà. Donc je vote pour. Ce serait intéressant de voir si les jeunes vont adhérer à ce type de produit. Et je pense que oui. Commercialisés sous le label Vins de France, ces vins représentent aujourd'hui 4% de la production du domaine. On a encore planté cette année, donc oui, on continue à y croire en tout cas. Je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une diffusion assez large de ces cépages, donc plus de producteurs, plus de bouteilles sur les marchés, pour que les gens commencent à connaître ces variétés et à les considérer aussi bien qu'une variété mondialement connue comme un Sauvignon ou un Merlot aujourd'hui. Adopter des cépages plus résistants et les adapter à l'identité bordelaise, c'est le cœur du projet expérimental né il y a 16 ans à l'Institut public du vin et de la vigne. Ça va, tu démarres les mesures? Je pense qu'avec les pluies qu'il y a eu ces derniers jours, ça doit bien transpirer. Le fait que l'eau circule, ça refroidit les plantes, donc c'est aussi un système de climatisation interne. Mais bien évidemment, il fait chaud, donc les plantes, elles transpirent comme nous transpirons quand il fait trop chaud. Pas de transpiration, on est à 0. Et beaucoup de transpiration, on monte jusqu'à 0,6, 0,7, parfois 0,8. Et donc là, on est à 0,471, c'est très bien. D'autres techniques sont utilisées pour évaluer la résistance des vignes face à l'évolution du climat. Pour l'instant, tout est hyper dur. Quand le raisin rentre en maturation, il y a une grande quantité d'eau qui arrive dans les raisins, donc les raisins grossissent et se ramollissent. Donc en fait, on a juste à palper nos raisins, on les amène en laboratoire, on les écrase, on extrait le jus, on le filtre et après on analyse pour être en mesure de donner la teneur en sucre des raisins, l'acidité des raisins, la quantité d'azote dans les raisins, la quantité de potassium, tout un tas de paramètres intéressants à étudier semaine après semaine jusqu'à ce qu'on arrive à la récolte. Alors cette parcelle 52, composée de 52 cépages, comprend à la fois nos cépages références bordelais, Merlot, Cabernet Sauvignon pour les rouges, Sauvignon blanc pour les blancs par exemple, et également des variétés issues d'autres vignobles français, notamment du pourtour méditerranéen, comme par exemple ici le Carignan. Une sélection française mais aussi étrangère. Des cépages de pays chauds sont étudiés ici, des vignes italiennes, portugaises et espagnoles. On cherche à mesurer les impacts des très hautes températures sur les raisins. Et donc là, on a installé un petit capteur de température ici dans cette boîte. Et de ce capteur part le petit fil noir et qui arrive à la surface d'un grain de raisin. On a déjà observé la semaine dernière avec de hautes températures des premiers impacts avec des brunissements de baies de raisin, des nécroses avec une perte de la qualité du grain de raisin bien évidemment. Vu qu'on observe une augmentation des températures et des années assez sèches à Bordeaux, pourquoi ne pas implanter ces variétés qui sont naturellement résistantes à ces conditions extrêmes et regarder comment elles s'adaptent et comment elles se comportent à Bordeaux. Le raisin est analysé au laboratoire voisin. L'objectif du projet, c'est tout changer pour ne rien changer. C'est-à-dire, en réponse à une problématique qui bouleverse nos habitudes, être capable de préserver une identité qui a fait le succès des vins de Bordeaux. Et le succès des vins de Bordeaux, c'est une recette simple entre complexité, élégance et fraîcheur. Les températures continuent d'augmenter, donc la résilience des cépages devrait être améliorée. Et donc encore une fois, les résultats que l'on a obtenus il y a 4 ans, peut-être qu'on l'espère en tout cas, seront valides dans 4 ans, voire dans 10 ans. Et c'est tout l'enjeu de ce projet, d'anticiper des futurs changements qui pourraient être encore plus drastiques que ce que l'on connaît aujourd'hui. Adapter la vigne au réchauffement climatique ou remonter ses cépages vers le nord aux conditions météo désormais favorables.
La température moyenne d'aujourd'hui en Bretagne, c'est celle de Bordeaux dans les années 50. Ce qui surprend, c'est que c'est des vignobles installés dans des décors riches, entourés des talus, des arbres centenaires. Laura a planté 5 hectares de vignes à la main et les entretient sans machine ni pesticides. La vigne, elle pousse bien parce qu'elle est bien exposée. Donc il faut de la lumière pour qu'elle fasse sa photosynthèse. Le sol est drainant, il est plus ou moins profond. Dans une installation viticole en Bretagne, il faut prendre en compte la météo. On peut avoir des années difficiles, des années humides, donc il faut s'assurer qu'on va réussir à amener nos raisins à maturité. En choisissant des cépages précoces, on a plus de chances d'avoir des raisins mûrs à la récolte. Après une enfance dans les vignobles argentins, elle se forme dans les grandes régions viticoles françaises, mais choisit finalement la Bretagne pour installer son exploitation. De tous les points de vue, il y a un défi. De tous les points de vue. Rien que pour avoir mes terres, il a fallu se faire connaître. Réussir à convaincre des banques pour soutenir mon projet, c'était un défi. C'est ici où on va construire, aménager la cave pour la vinification et l'élevage de mes bouteilles. J'estime avoir entre 5 000 et 8 000 bouteilles pour la première récolte. Et le chai, on va commencer les travaux en 2026. À Auray, dans le Morbihan, Aurélien fait office de pionnier. Il cultive depuis 2021 ses 3 hectares de vignes. Nos sols granitiques en Bretagne ne sont pas du tout des sols qui savent garder l'eau. Il y a un dicton breton, alors je ne dirai pas en breton parce que je ne parle pas breton, mais qui dit quand il pleut tous les jours, il pleut trop, mais s'il ne pleut que tous les 2 jours, il ne pleut pas assez. Et c'est un peu ça le problème de la Bretagne. L'année dernière, c'était Bretagne, mais puissance 10, avec énormément de pluie. Et là, j'ai passé mon année à tondre et désherber parce que sinon, l'herbe allait faire trop concurrence à la vigne et puis l'empêcher de pousser. Et 2025, en ce moment même, cette semaine, j'ai dû arroser parce que ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu d'eau. Aurélien transmet son expérience dans un centre de formation de jeunes vignerons à Saint-Goustan, dans le Morbihan, dans l'espoir de développer la filière viticole bretonne. Comme on demande un Bordeaux ou un Bourgogne sur les tables de restaurants, peut-être que dans 15 ans, on demandera un Bretagne. À l'horizon 2050, 90% des vignobles français pourraient ne plus être en capacité de produire un vin de qualité. Des solutions existent, mais elles se développent plus lentement que le dérèglement climatique. Pour prolonger cette thématique, nous sommes à la Petite Place dans le 12e arrondissement de Paris avec Franck Ramage. Bonjour Monsieur Ramage. Vous êtes sommelier et consultant en vin. Et aujourd'hui, nous allons goûter le vin que nous avons vu dans ce documentaire, le vin de Saint-Goustan, cuvée première feuille. Alors déjà, est-ce que c'est la première fois que vous voyez un vin comme cela? En tout cas, c'est la première fois que je vais déguster un vin qui vient d'une région aussi élevée en France, en tout cas. On la goûte? On la goûte, absolument. Merci beaucoup. Donc une couleur ultra pâle, synonyme en fait d'un ensoleillement plutôt faible ou d'un type de cépage. J'ai un nez qui est plutôt très flatteur, très exubérant, un nez de fruits blancs. Bon, la bouche, elle est un poil surprenant. On a une attaque qui est assez franche, donc une mise en bouche qui est assez dynamique, qui est vive, qui est fraîche, et un milieu de bouche qu'on appelle un peu sévère, un petit peu assez vif, très acidulé. Donc, le plus intéressant pour moi, c'est qu'il garde une forte identité et qu'il ne ressemble pas à quelque chose qu'on a l'habitude de déguster. Est-ce qu'à terme, dans plusieurs années, des vins
qui viennent de ces régions comme la Bretagne, la Picardie, la Normandie seront crédibles pour le consommateur, pour les amateurs de vin? Crédible, je ne sais pas si c'est le mot crédible, mais en tout cas, il y a un marché si cette évolution en fait, du climat fait qu'on a des vins avec de plus en plus d'alcool, parce que beaucoup plus issus de climats beaucoup plus chauds, eh bien on va se destiner de plus en plus vers des régions un petit peu plus au nord de la France. Et donc on voit aujourd'hui l'intérêt véritablement soit des vignobles d'altitude, soit des vignobles un petit peu plus septentrionaux. Est-ce que les consommateurs sont prêts à ça, sont prêts à se détacher des grands noms du vin pour se tourner vers des bouteilles qui sortent du carcan des appellations? Ceux qui sont vraiment amateurs de vin, qui sont dans une mouvance de découverte perpétuelle, oui, eux vont y aller sans aucun problème, puisque aujourd'hui l'appellation n'est pas un frein à la découverte de vins de qualité. Vous parlez justement des territoires emblématiques, mais ces territoires-là sont de plus en plus soumis à l'impact du réchauffement climatique, notamment sur la production, sur la qualité du vin aussi. Enfin, ces impacts sont brutaux. Est-ce que l'impact sur le goût l'est aussi? Obligatoirement, l'impact sur le goût l'est. C'est-à-dire que s'il y a un impact sur les maturités des raisins, ça signifie que les différentes maturités que l'on a sur le raisin donnera des goûts différents. Sur des régions sur lesquelles on avait du mal à avoir des bonnes maturités tous les ans, pour eux, les vins n'ont jamais été aussi bons. On n'a jamais eu d'aussi bons vins en Champagne ou dans la Loire, par exemple. Okay, sur des régions qui étaient déjà à des stades de maturité assez élevés, je pense au Languedoc, à la Provence, à la vallée du Rhône, au Bordelais, voilà, même la Bourgogne, là ça commence à être compliqué. On a des vrais problèmes avec des raisins beaucoup trop mûrs, qu'on ne peut pas récolter avant, parce que toutes les maturités ne sont pas atteintes, donc des raisins trop mûrs, trop de sucre, donc soit trop d'alcool, soit un peu de sucre résiduel qui se bat. Est-ce que cela, à terme, peut menacer tous ces vignobles traditionnels, par exemple dans le Languedoc, dans le Bordelais, en Provence? Je pense, oui. Je pense que c'est une vraie menace sérieuse, puisque ce qui a fait la force en fait des vins de notre pays, c'était cette singularité et cette climatologie en fait plutôt tempérée, qui faisait des vins assez équilibrés. Beaucoup de régions en France, que ce soit encore une fois tout le bassin méditerranéen, mais aussi le sud-ouest, le Rhône, même la Bourgogne, risquent de produire des vins qui ne sont plus tellement fidèles de leurs appellations. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, au niveau international ou au niveau des amateurs de vin, on recherche, par le système des appellations d'origine, une vraie identité par appellation. Merci beaucoup, Monsieur Ramage, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais merci à vous, à tous nos téléspectateurs, d'avoir regardé ce documentaire et cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie chaleureusement toute la promotion TV28 du CFPJ, sans qui cela n'aurait pas été possible. Et l'on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau documentaire.